Ma dernière conférence était consacrée à une critique de l'ethnocentrisme, de la distinction moderne entre nature et culture ou nature et société, et à une proposition visant à dépasser cette distinction. J'avais notamment développé l'hypothèse selon laquelle les rapports au monde et à autrui peuvent s'articuler autour de 4 grands schèmes d'identification, je les appelle en tout cas des schèmes d'identification, et que j'ai choisi de nommer par des termes conventionnels animisme, totémisme, analogisme et naturalisme. Seul le naturalisme correspondant à la figure qui nous est familière lorsque nous découpons précisément dans la trame du réel des phénomènes que nous classions comme naturels et d'autres phénomènes que nous classons comme culturels. Je rappelle que j'entends par identification une disposition grâce à laquelle je peux établir des différences et des ressemblances entre moi et les existants en inférant des analogies et des contrastes d'apparence, de comportement ou de propriété entre ce que je pense que je suis et ce que je pense que sont les autres. Je suis donc parti du principe que l'identification repose sur l'imputation ou le déni à un autrui indéterminé de ce que j'ai appelé une intériorité et une physicalité analogues à celles que les humains peuvent s'attribuer à eux-mêmes. Cette distinction ontologique très générale et dont la distinction classique entre l'âme et le corps ne représente qu'une variante locale m'a paru être attestée de façon universelle. Or, les formules ontologiques autorisées par la combinaison de l'intériorité et de la physicalité, ou d'un plan de l'intériorité et d'un plan de la physicalité, sont très réduites. Face à un autrui quelconque, humain ou non humain, peu importe, je peux supposer soit que cet autrui possède des éléments de physicalité et d'intériorité identiques aux miens, j'ai appelé ça totémisme, soit que son intériorité et sa physicalité sont distinctes des miennes, et j'ai appelé ça analogisme, soit encore que nous avons des intériorités similaires et des physicalités hétérogènes, et j'ai appelé ça animisme, soit enfin que nos intériorités sont différentes et nos physicalités continuent, et j'ai appelé ça le naturalisme. Je voudrais maintenant examiner la manière dont ces 4 grands modes d'identification, dont j'ai examiné les propriétés la semaine dernière, s'expriment dans des dispositifs d'agrégation réunissant une partie des existants dans des ensembles sui generis. En effet, l'animisme, le totémisme, le naturalisme ou l'analogisme adviennent à une existence publique dans des ontologies qui vont privilégier tel ou tel d'entre eux comme un principe d'organisation du régime des existants, et chacune de ces ontologies, à son tour, préfigure un genre de collectif plus particulièrement adéquat au rassemblement dans une destinée commune des types d'êtres qu'elle distingue, et plus particulièrement adéquat donc à l'expression complémentaire des propriétés de ces êtres dans la vie pratique. Alors une précision est ici nécessaire quant à mon emploi du terme collectif. Je le prends au sens où Bruno Latour l'a popularisé, c'est-à-dire comme une procédure de rassemblement, de collecte des humains et des non-humains dans un réseau d'interrelations spécifiques. Et la notion de collectif, entendue ainsi, se distingue bien évidemment, en particulier, de la notion classique de société, en ce que la notion de société ne s'applique en droit qu'à l'ensemble des sujets humains, détachés de ce fait du tissu des rapports qu'ils entretiennent avec la multiplicité des non-humains. Donc, ainsi entendu, un collectif ne correspond que très partiellement, évidemment, à ce que nous appelons un système social.
si l'on prend au sérieux les idées très diverses que les peuples se sont forgés de leurs institutions au cours de l'histoire, force est de constater que ces idées aboutissent rarement à isoler le social comme un régime séparé d'existence et de préceptes gouvernant la seule sphère des activités humaines. Et de fait, il faut attendre la maturité du naturalisme, le XIXe siècle, pour qu'un corps de disciplines spécialisées se fixe le social pour objet et entreprenne, en conséquence, de détecter et d'objectiver ce domaine de la pratique en tout lieu et sans beaucoup d'égard pour les conceptions locales, comme si les frontières de ce domaine et son contenu étaient partout identiques à ceux que nous lui avons fixés. Et même lorsqu'elles sont prises en considération, du reste, ce qu'on appelle les théories sociologiques vernaculaires sont souvent tronquées de façon à ne plus y laisser subsister que ce qui concerne le gouvernement des humains. Conception de la parenté, du pouvoir, de la division du travail, des hiérarchies statutaires, tout cela acquiert son relief sur le fond de la philosophie politique et de la sociologie des modernes et devient bien sûr aussitôt incongru à cette aune et donc justiciable des copieuses explications que l'anthropologie se met en devoir de fournir pour rendre raison de l'unité supposée des dispositions sociales derrière les différences apparentes de leurs expressions instituées. Or, loin d'être un présupposé fondateur dont tout découle, le social résulte au contraire de ce travail de collecte, d'assemblage, de rassemblement, de répartition ontologique des sujets et des objets que chaque mode d'identification conduit. Il n'est donc pas le social ce qui explique, mais ce qui doit être expliqué. Si l'on admet cela, si l'on reconnaît à l'encontre, est-il besoin de préciser, d'une tradition bien établie qui remonte au moins à Durkheim, si l'on admet cela, si l'on reconnaît que la plus grande partie de l'humanité n'a pas, jusqu'à une date très récente, opéré des distinctions tranchées entre le naturel et le social, ni pensé que le traitement des humains et le traitement des non-humains relevait de dispositifs entièrement séparés, alors il faut envisager les divers modes d'organisation sociale et cosmique, les deux étant difficiles à dissocier, comme une question de distribution des existants dans des collectifs. Qui est rangé avec qui, de quelle façon et pour faire quoi? Alors je vais reprendre chacun des modes d'identification pour vous montrer comment se constituent dans chacun de ces modes d'identification des collectifs qui sont très particuliers et qui, bien évidemment, sauf dans le cas de notre mode d'identification dans le naturalisme, ne correspondent pas du tout à ce que nous entendons par une société. Je vais commencer par l'animisme. Le mode d'identification animique distribue, on l'a vu, les humains et les non-humains en autant d'espèces qu'on va appeler sociales, donc il y a de formes et de comportements liés à des formes, c'est-à-dire à des outillages biologiques. Les espèces qui sont dotées d'une intériorité analogue à celle des humains sont, plantes, les animaux, etc., sont réputées vivre au sein de collectifs qui possèdent une structure et des propriétés identiques à celles que l'on reconnaît parmi les collectifs humains. Donc ce sont des sociétés complètes, sociétés des pécaris, sociétés des tapirs, sociétés des palmiers, etc., avec des chefs, des chamans, des rituels, des habitations, des techniques, des artefacts qui s'assemblent, se coalisent, se querellent, pourvoient leur subsistance et s'épousent selon des règles dont la vie commune, en somme, telle qu'elle est décrite par les humains,
permet de remplir, ou permettrait de remplir, toutes les rubriques habituelles d'une monographie ethnologique. Par espèce, d'ailleurs, il ne faut pas entendre ici uniquement des espèces biologiques, c'est-à-dire des humains, des animaux, des plantes, car à peu près tous les existants en régime animique ont une vie sociale. Je pense ici à une belle citation de Vladimir Bogoras, le grand ethnographe russe des Tchouktches de Sibérie orientale, qui écrit « Même les ombres sur le mur », à propos des Tchouktches bien sûr, « même les ombres sur le mur constituent des tribus particulières et elles vivent dans leur propre pays où elles subsistent en chassant. » Surtout le territoire de l'animisme, surtout l'archipel, puisque c'est un territoire fragmenté, les membres de chaque tribu-espèce, donc, partagent ainsi une même apparence physique, un même habitat, un même comportement alimentaire et sexuel, et sont en principe endogames. Il est vrai que les unions interspécifiques ne sont pas inconnues, surtout dans les mythes, mais ces unions exigent précisément de l'un des conjoints qu'il se dépouille de ses attributs d'espèce afin de se faire reconnaître comme identique par son partenaire. Ce que nous appelons, nous, la nature, et aussi la surnature, dans le monde animique, eh bien, c'est un univers qui est peuplé donc de collectifs sociaux. Collectifs sociaux avec lesquels les collectifs humains nouent des relations conformément à des normes qui sont supposées communes à tous. Car humains et non-humains ne se contentent pas d'échanger des perspectives quand ils le font. Ils échangent aussi et surtout des signes, qui sont préludes parfois à des échanges de corps, dans le cas des métamorphoses, et en tout cas des indications qu'ils se comprennent mutuellement dans leurs interactions pratiques. Et ces signes ne peuvent être interprétables par les uns et par les autres que s'ils sont, en quelque sorte, gagés sur des institutions qui les légitiment et qui leur donnent un sens, garantissant ainsi que les quiproquos dans la communication interspécifique seront réduits au minimum. En somme, tous les collectifs sociaux isomorphes de l'animisme prennent comme modèle la société humaine, ou plus exactement, la société particulière qui prête son organisation interne, son système de valeurs et son mode de vie au collectif de personnes non humaines avec lesquelles elle interagit. Toutefois, il faut noter, et afin de dissiper le sociocentrisme implicite qu'une telle proposition pourrait impliquer, que l'usage que ces collectifs animiques font, lorsqu'il s'agit de collectifs humains, font de catégories empruntées au champ des relations entre humains, afin de qualifier des relations avec les non-humains ou entre les non-humains, ne relève aucunement de la projection métaphorique. Une telle interprétation ne ferait, après tout, que reconduire une distinction entre la nature et la société qui est étrangère aux pratiques locales. On aurait d'une part la conscience d'un fond, d'un arrière-plan naturel sur lequel seraient projetées de façon métaphorique des catégories sociales. Ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. Il n'y a pas dans les systèmes animiques un monde de la société et un monde de la nature, le premier projeté sur le second comme un principe organisateur, mais un monde unique au sein duquel les humains figurent comme des organismes et des personnes tout à la fois qui entretiennent des relations indifféremment avec tous les autres existants, humains ou non humains, avec une hiérarchie bien sûr, et cette hiérarchie est fondée sur des distinctions dans les modes de communication. On communique mieux, plus facilement, plus aisément et avec moins de risques d'équivoque avec des humains de son propre collectif, parce qu'on communique dans sa propre langue. Et puis, les choses deviennent de plus en plus compliquées à mesure qu'on s'éloigne, en quelque sorte, de ce noyau central. Mais il n'y a pas pour autant de discrimination. Donc, on ne peut pas tracer de démarcation absolue entre ces diverses sphères d'implication. On peut tout au plus isoler des segments contextuellement délimités à l'intérieur d'un champ unique de relations, de sorte que les relations qui régissent les interactions avec les plantes et les animaux ne peuvent pas être appréhendées comme des métaphores de celles qui structurent les relations entre les humains.
Donc, dans les collectifs animiques, les catégories sociales font en fait simplement fonction d'étiquettes. Ce sont des étiquettes commodes qui permettent de caractériser une relation indépendamment du statut ontologique des termes que cette relation met en rapport. Et au sein du nombre limité des relations qu'il est possible de nouer avec les existants, chaque groupe humain va en sélectionner certaines auxquelles il va donner une fonction rectrice, organisatrice dans ses interactions avec le monde. Or, l'ethnographie des sociétés animiques, des collectifs animiques humains, si on peut dire, pour être fidèle à ma terminologie, montre sans équivoque que ces relations polyvalentes sont systématiquement formulées dans le langage des rapports institués entre humains et non dans le langage des rapports entre non-humains. En Amazonie, en Amérique subarctique, en Sibérie septentrionale, les liens qui unissent entre eux les animaux ou les esprits, et ceux-ci aux hommes, sont toujours qualifiés par un vocabulaire qui est tiré du registre de la sociabilité entre humains. C'est l'amitié, c'est l'alliance de mariage, c'est l'autorité des aînés sur les cadets, l'adoption, la rivalité entre tribus, la déférence vis-à-vis des anciens, etc. Et de fait, il y a de bonnes raisons à ce penchant, disons, des sociétés, des collectifs animiques, pour une formulation sociocentrique des relations aux personnes non humaines. En premier lieu, les relations entre humains sont immédiatement disponibles. Elles sont mises en œuvre au quotidien et elles sont surtout toujours marquées sur le plan linguistique, ne serait-ce que dans le vocabulaire de la parenté, tandis que les relations entre non-humains sont soit formellement semblables à celles entre les humains et exprimables dans les mêmes termes, la maternité, dans le monde animal par exemple, la maternité, la conjugalité, la rivalité, la prédation, etc., soit beaucoup plus difficiles à qualifier de façon précise. On se souviendra qu'il a fallu attendre le XXe siècle pour que des phénomènes comme le parasitisme, comme la commensalité, comme la succession biotique, la chaîne trophique ou l'emboîtement des niches soient nommés et définis par l'écologie scientifique. Ensuite, les relations entre humains paraissent plus formalisées dans la mesure où leur contenu se voit spécifié par des règles de conduite explicites et que leur normativité est étayée par tout simplement la répétition prévisible des attitudes prescrites. Enfin, ces relations autorisent des variations plus larges que les interactions observables entre non-humains, en ce que ces relations peuvent être modulées par la pratique et que leur conformité à une règle peut être soumise à une évaluation publique. Donc il y a une dimension réflexive et transformable. En outre, les différences d'expression instituées de ces relations entre humains deviennent plus manifestes lorsqu'elles sont comparées, avec un regard critique, aux formes qu'elles peuvent revêtir dans les sociétés voisines. Et ça, c'est un exercice dont tous les peuples sont friands, comparer leurs institutions à celles des voisins. Donc les relations entre humains se présentent ainsi comme des schèmes abstraits et réflexifs, plus commodes à manipuler, plus faciles à mémoriser et plus aisés à mobiliser pour un usage étendu que les relations détectables dans l'environnement non humain. Et tout cela les prédispose à fonctionner dans les ontologies animiques comme une sorte de gabarit cognitif souple et efficace, permettant de conceptualiser les rapports des humains à toutes les entités pourvues d'une intériorité analogue à la leur. Alors, je l'ai dit, le collectif animique se conçoit à l'image d'une espèce, mais c'est une espèce d'un genre très particulier et qui ne correspond guère à la définition qu'en donne le naturaliste, dans tous les sens du terme, le systématicien dans un contexte naturaliste. Il s'agit bien, dans les deux cas, d'une collection d'individus conformes à un type, la définition la plus générale d'une espèce. Toutefois, pour les sciences naturelles,
il est hors de question de faire intervenir le point de vue des membres de l'espèce dans la caractérisation de ses attributs et de ses frontières taxinomiques, si ce n'est peut-être à travers cette forme d'identification a minima qu'est la communauté de reproduction. À l'exception, bien sûr, pour le naturaliste, de l'espèce humaine, qui peut s'objectiver comme telle grâce précisément au privilège réflexif qu'elle est la seule à posséder et que lui confère son intériorité. À l'exception donc du point de vue naturaliste de l'espèce humaine, les membres de toutes les autres espèces naturelles, dites naturelles, sont réputés ne point savoir qu'elles appartiennent à un ensemble abstrait que le regard extérieur du systématicien a isolé dans la trame du vivant selon des critères classificatoires qu'il a choisis. Par contraste, les membres d'une espèce animique ont conscience qu'ils forment un collectif singulier avec des propriétés de forme et de comportement distinctifs, et cette conscience de soi comme élément d'un tout est en outre tributaire de la reconnaissance du fait que les membres des autres espèces les appréhendent avec un point de vue différent du leur, lequel point de vue doit être approprié afin qu'ils se sentent véritablement eux-mêmes. Donc dans le classement naturaliste, l'espèce A se distingue de l'espèce B parce que l'espèce C, à savoir l'espèce humaine, le décrète ainsi en raison des facultés singulières de discernement rationnel qu'elle possède. Dans l'identification animique, je m'éprouve comme membre de l'espèce A, non seulement parce que je diffère des membres de l'espèce B par des attributs manifestes, mais du fait aussi que l'existence même de B me permet de me savoir différent, puisqu'il n'a pas sur moi le même point de vue que le mien, ou le même point de vue que je porte sur moi-même. En somme, la perspective du classificateur présumé doit ici être absorbée par le classifié pour qu'il puisse véritablement se voir comme distinct de lui. Vous voyez donc qu'il s'agit bien d'une espèce, mais d'une espèce qui est très différente de la façon dont nous, naturalistes, définissons une espèce. Ce mécanisme d'altérité constituante est d'ailleurs bien autre chose que la simple représentation spéculaire de soi à travers le miroir de l'autre, qui est après tout un moyen universel, on le sait, de prise d'identité individuelle et collective, puisque, en contexte animique, ce mécanisme aboutit dans certaines conditions à une sorte d'identification complète au point de vue de l'autre. En Amazonie, l'ère ethnographique qui m'est la plus familière, ce mécanisme d'altérité constituante prend une forme exemplaire que l'anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Castro, écrivant sur les groupes Tupi, a appelé avec bonheur le cogito cannibale. Parlant de l'anthropophagie rituelle des Tupi-Guarani, il a montré qu'il ne s'agit pas d'une absorption narcissique de qualité ou d'attributs, comme on l'a parfois interprété, ou d'une opération de différenciation contrastive du type « je ne suis pas celui que je mange », mais bien au contraire qu'il s'agit d'une tentative de devenir autre, en incorporant la position que l'ennemi occupe par rapport à moi, ce qui ouvre évidemment la possibilité de sortir de moi-même pour m'appréhender avec le point de vue de l'ennemi, c'est-à-dire de l'extérieur, comme une singularité. Autrement dit, c'est celui que je mange qui définit finalement qui je suis, ce qui est très différent de « je ne suis pas celui que je mange ». Et bien évidemment, l'exocannibalisme, la chasse aux têtes, l'appropriation des diverses parties du corps de l'ennemi, la capture de personnes dans des tribus voisines, tous ces phénomènes qui sont indissolublement liés à la guerre dans l'Amérique du Sud des Basses-Terres, répondent ainsi finalement à une même nécessité. On ne peut faire du soi qu'en assimilant de façon concrète des personnes et des corps étrangers. Non pas en tant que substance donneuse de vie ou en tant que trophée donneur de prestige ou en tant que captif
donneurs de travail, mais comme des indicateurs du regard extérieur que ces étrangers portent sur moi en raison de leur provenance. Passons maintenant au naturalisme. Alors, il n'est guère besoin, évidemment, de s'étendre longuement sur la formule sociologique du naturalisme. C'est celle que l'on apprend à l'école, c'est celle que les médias transmettent, c'est celle que la pensée savante aussi élabore et commente. Les humains sont distribués au sein de collectifs qui sont différenciés par leur langue et leurs mœurs, à savoir les cultures, excluant ce qui existe indépendamment d'eux, à savoir la nature et les artefacts. Le paradigme des collectifs est ici la société humaine, et de préférence celle qui s'est développée en Europe et aux États-Unis à partir de la fin du XVIIIe siècle, par contraste avec une nature anomique. Les hommes s'associent librement, se donnent des règles et des conventions qu'ils peuvent choisir d'enfreindre. Ils transforment leur environnement et se répartissent les tâches afin de produire leur subsistance. Ils créent des signes et des valeurs qu'ils font circuler. Ils consentent à une autorité et s'assemblent pour délibérer des affaires publiques. En somme, les hommes font, dans la perspective naturaliste, tout ce que les animaux ne font pas. Et c'est sur le fond de cette différence fondamentale que se détache, dans la perspective naturaliste, l'unité des propriétés distinctives dont on dote les collectifs humains. Comme le dit Hobbes dans le Léviathan, avec sa robuste concision, pas de convention avec les bêtes. No covenant with beasts. Alors il est vrai que l'évolutionnisme social a introduit des gradations dans cette rupture originelle avec le monde des non-humains, et ces gradations subsistent à l'état de préjugés. Par exemple, on dira que certaines cultures sont réputées plus proches de la nature. C'est maintenant devenu un trait positif, après avoir été longtemps un trait négatif. Plus près de la nature, parce qu'elles modifient peu leur environnement et qu'elles n'exhibent pas le lourd appareil des États, des divisions sociales, etc. Mais personne, même parmi les racistes les plus attardés, n'ira dire de ces sociétés qui sont réputées plus proches de la nature, dans une perspective donc d'évolutionnisme classique, que ces sociétés empruntent leurs institutions aux animaux. Ce qui est proprement caractéristique des humains, c'est le fait d'avoir des institutions. Alors on voit que si l'animisme et le naturalisme érigent tous deux la société humaine en modèle général des collectifs, ils le font de façon très dissemblable. En effet, l'animisme est d'un libéralisme sans limite dans son attribution de sociabilité, puisque les plantes, les animaux, les ombres sur les murs sont des collectifs, sont des sociétés. Tandis que le naturalisme, plus parcimonieux, réserve l'apanage du social à tout ce qui n'est pas naturel. Alors l'anthropologie conventionnelle formule cela, ou pourrait le formuler, je me fais l'interprète, l'avocat du diable en quelque sorte, en disant que la nature est pensée par analogie avec la culture dans le cas de l'animisme, donc la théorie de la projection. La nature, c'est simplement les catégories de la société qui sont projetées sur le milieu naturel. Tandis que dans le deuxième cas, l'anthropologie conventionnelle dirait que la culture est pensée comme ce qui se différencie de la nature. Et on a coutume aussi d'étiqueter ces deux attitudes, c'est d'ailleurs ce qu'on pourrait appeler l'ouverture projective, dans le cas de l'animisme, et la clôture dualiste dans le cas du naturalisme, comme des variantes de l'anthropocentrisme. Dans les deux cas, ce seraient les humains qui seraient à la source, en quelque sorte, des catégories au moyen desquelles le monde est rendu signifiant. Mais en réalité, seul le naturalisme est véritablement anthropocentrique, en ce que les non-humains y sont définis précisément de manière tautologique par leur défaut d'humanité. Et que c'est dans l'homme et dans ses attributs que réside le parangon de la dignité morale dont les autres existants sont dépourvus. Rien de tel dans l'animisme, puisque des non-humains partagent la même condition que des humains et que les humains, finalement, ne se réservent plus comme privilège que d'imputer aux autres existants des institutions identiques aux leurs afin de pouvoir nouer avec eux des relations fondées sur des normes communes de conduite.
Donc je dirais que l'animisme, plutôt qu'anthropocentrique, il est anthropogénique, dans la mesure où il fait procéder des humains tout ce qui est nécessaire pour que des non-humains puissent être traités comme des humains, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que d'être anthropocentrique. Passons maintenant au totémisme. La question des collectifs totémiques est beaucoup plus complexe. C'est un des lieux classiques de la virtuosité anthropologique, vous le savez sans doute, le totémisme, et notamment le totémisme australien. Et depuis un peu plus d'un siècle, on appréhende le totémisme comme, pour parler vite, disons, une forme d'organisation sociale dans laquelle les humains se répartissent en groupes interdépendants dont les caractères distinctifs sont empruntés au règne des espèces naturelles, soit parce que ces humains sont réputés, ces groupes humains sont réputés partager avec les espèces naturelles certains attributs, soit que ces groupes humains s'inspirent, pour leur différenciation interne, des écarts contrastifs que les espèces éponymes, dont ils portent le nom, exhibent. Or, cette définition sociocentrique a l'inconvénient d'introduire une dichotomie analytique entre la systématique sociale et la systématique naturelle. Et cette dichotomie, elle paraît absente dans les conceptions ontologiques de ces totémistes par excellence que sont les aborigènes australiens. Aussi, vaut-il mieux dire qu'humains et non-humains sont ici distribués conjointement dans des collectifs qui sont isomorphes et complémentaires, ce sont les groupes totémiques, par contraste avec l'animisme, où humains et non-humains sont distribués séparément dans des collectifs qui sont également isomorphes, mais autonomes. Dans le cas du totémisme, pour prendre un exemple, je crois que j'ai cité la semaine dernière, chez les Noongar de l'Australie du Sud-Ouest, il y a deux moitiés, dont une moitié du Kakatoès. Et dans la moitié du Kakatoès, on trouve bien, en sus du Kakatoès blanc en l'occurrence, la moitié humaine de la tribu Noongar. Mais on trouve aussi des aigles, on trouve des pélicans, on trouve des serpents, des moustiques, des baleines, etc. Bref, tout un agrégat d'espèces disparates dont on chercherait vainement l'équivalent dans les regroupements que l'environnement peut offrir spontanément à l'observation. En revanche, du côté de l'animisme, dans la tribu Achuar de l'Amazonie équatorienne, où j'ai passé quelques années, il n'y a que des personnes Achuar. De même qu'il n'y a que des personnes Pécari dans la tribu Pécari, que des personnes Toucan dans la tribu Toucan, pour les Achuar évidemment. Donc, si la structure et les propriétés des collectifs animiques dérivent sans conteste de celles prêtées aux collectifs humains, la structure des collectifs totémiques est définie quant à elle par les écarts entre des paquets d'attributs que des non-humains dénotent de façon iconique, tandis que les propriétés reconnues à leurs membres ne procèdent directement ni des humains ni des non-humains, mais d'une classe prototypique de prédicats qui leur préexiste. C'est un système qui est finalement très abstrait, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles, précisément, il a tellement sollicité l'imagination des anthropologues, puisqu'il est très abstrait, mais il s'exprime avec des moyens très concrets. Alors, si on continue la comparaison entre collectifs animiques et collectifs totémiques, les collectifs animiques, ils sont différents du fait de la composition exclusive de leur population. On a un collectif humain d'une certaine tribu, un autre collectif humain d'une autre tribu, un collectif de Pécari, un collectif de Toucan, un collectif de palmiers, etc. Tout ça forme des collectifs séparés. Mais ils sont homogènes du point de vue de leur composition. Pour les Indiens Macuna, que j'ai fait référence la semaine dernière, de l'Amazonie colombienne, la tribu Tapir a le même type de chef, de chaman, de système rituel que la tribu Pécari ou que la tribu Toucan, et bien sûr que la tribu Macuna. Ce n'est pas le cas des collectifs totémiques, qui sont tous différents également, quoique homogènes évidemment au niveau du système qui les englobe, puisque ces collectifs totémiques sont hybrides.
par leur contenu et surtout hétérogènes dans leur principe de composition. Car, et pour prendre l'exemple de l'Australie, qui est le plus parlant en ce domaine, il existe de nombreuses sortes de collectifs totémiques, en Australie en particulier. Sous l'égide d'un ou de plusieurs totems, les humains peuvent être regroupés en communautés de sexe, de génération, de culte, de lieux de conception ou de naissance, d'affiliation clanique, de classe matrimoniale, et appartenir souvent à plusieurs de ces collectifs à la fois. Par ailleurs, certaines de ces unités totémiques sont exogames, en droit ou en fait, par exemple les classes matrimoniales, les moitiés de sexe, les clans. D'autres ne sont pas exogames, ce sont les groupes cultuels, par exemple. D'autres, enfin, sont explicitement endogames, ce sont les moitiés générationnelles. Ceci, donc, confirme que l'espèce naturelle, ce que nous appelons l'espèce naturelle, ou les différences naturelles entre espèces, ne constituent pas le modèle analogique permettant au groupe totémique de se concevoir comme une totalité sui generis, puisque, par contraste avec les plantes et les animaux, qui sont endogames au sein de l'espèce, les composantes humaines d'un collectif totémique doivent le plus souvent prendre leur conjoint à l'extérieur, dans un autre groupe totémique que le leur. Et c'est même parce que humains et non-humains forment ensemble des collectifs interspécifiques sans commune mesure avec ces collections d'individus que sont les espèces, que des unions deviennent possibles entre des groupes humains, pourtant associés à des espèces de plantes et d'animaux qui ne peuvent pas s'apparier entre elles. Et là encore, le contraste est grand avec les collectifs animiques, qui sont au contraire fondés sur la corporéité d'espèces. C'est le fait qu'ils partagent des attributs, un outillage biologique qui leur permet de naviguer dans un certain type d'environnement et d'y prélever leur subsistance. En effet, l'affiliation à chaque société, entre guillemets, dans le cadre de l'animisme, repose sur le fait de partager une même apparence physique, un même habitat, un même comportement alimentaire, et ipso facto d'être appréhendé selon un même point de vue par les autres tribus-espèces. Donc c'est bien dans l'animisme, en définitive, et non dans le totémisme, que l'espèce biologique sert de modèle concret pour composer les collectifs. Et cela est possible parce que ces collectifs de l'animisme, tout comme les espèces, ne sont jamais intégrés dans une totalité fonctionnelle de niveau supérieur. Au-dessus de la tribu-espèce des Indiens Achuar, au-dessus de la tribu-espèce des Pécaris, au-dessus de la tribu-espèce des Toucans, il n'y a rien en commun. Si ce n'est ce prédicat abstrait que les anthropologues qui les observent les uns et les autres et qui observent leurs relations décident de leur coller et qu'ils appellent culture. Mais ce n'est pas du tout ainsi que c'est perçu, bien évidemment, par les premiers intéressés. Rien de tel dans le totémisme, où l'ensemble englobant formé par les différents groupes totémiques n'est pas représentable à partir des regroupements que le monde naturel propose. Le seul modèle disponible serait l'espèce, puisque le genre est une fiction taxinomique, mais l'espèce n'est justement pas décomposable en segments contrastifs analogues au collectif totémique. Alors il faut distinguer ici, je vais vous demander un peu de patience, ce sont des faits qui sont complexes. Et le fait d'ailleurs, j'y insiste, qui ne concerne plus qu'une petite fraction de l'humanité ne les rend pas moins importants pour autant. Il faut donc essayer de voir comment fonctionnent maintenant les principes de recrutement, si vous voulez, au sein des collectifs totémiques. Les collectifs totémiques ne discriminent pas, je l'ai dit, entre humains et non-humains. En revanche, ils remplissent des fonctions différenciées. Alors, je vais reprendre l'exemple de l'Australie. En Australie, ces fonctions se déclinent le long d'un continuum qui va d'une instrumentalisation des non-humains par les humains, par exemple dans les classes matrimoniales totémiques,
où les entités totémiques servent surtout d'indicateurs contrastifs. Là, on est véritablement dans un système dans lequel on peut parler d'entités éponymes. Cela va donc d'un continuum qui passe de cette instrumentalisation des non-humains par les humains à une instrumentalisation des humains par les non-humains. Et ça, c'est le cas des classes totémiques qui sont définies par la conception, par la filiation commune, c'est-à-dire des classes totémiques dans lesquelles les âmes enfants, c'est-à-dire les principes de constitution de toutes les entités humaines et non humaines du groupe totémique, viennent de stocks d'essence, en quelque sorte, qui sont déposés dans des sites particuliers. Et ce que dans la littérature ethnographique, on appelle des âmes enfants. Et ces âmes enfants, en réalité, se perpétuent elles-mêmes en s'appropriant le processus reproductif des humains. Donc ça, c'est l'autre extrême de la fonction des groupes totémiques. Et on a une situation intermédiaire où les humains interviennent comme des agents d'une finalité à la fois humaine et non humaine, en ce qu'ils sont les médiateurs rituels et les bénéficiaires de la fertilité cosmique. Ce que des rites, sur lesquels je reviendrai un peu plus tard, qu'on appelle les rites de multiplication, illustrent particulièrement bien. Alors, je voudrais qu'on s'attarde un moment sur ces deux derniers types de situations. Les membres humains d'un groupe totémique dit conceptionnel, c'est-à-dire dont les membres appartiennent au même groupe du fait que leur essence, en quelque sorte, s'est incorporée en eux dans un même site et procède donc d'une même source ontologique. C'est une même essence, c'est un même être du rêve qui a déposé, en somme, cette essence, ces âmes enfants en ce lieu, et qui va leur donner des caractéristiques à la fois morales et physiques identiques. Donc les membres humains d'un groupe totémique conceptionnel, ou même d'un groupe totémique clanique, puisqu'on trouve à peu près le même système, ont la responsabilité de veiller à la propagation d'une composante animale ou végétale de leur collectif. Et c'est une tâche qui leur incombe en vertu du fait qu'ils partagent avec cette composante animale ou végétale une même origine ontologique, donc, et qu'ils participent de la même classe prototypique d'attributs. Alors, il serait excessif de dire, peut-être que dans cette reproduction en partie déléguée, les non-humains se servent des humains pour atteindre leur propre fin. C'est-à-dire qu'ils se font reproduire par des rites par les humains. Donc, ils se servent des humains pour se propager, en quelque sorte. Puisque les rites de multiplication des plantes et des animaux se font aussi au profit des membres humains des autres groupes totémiques qui s'en nourrissent, et que ce genre de collectif est en outre le cadre de rituels qui sont exclusivement destinés à l'individualisation des humains. Mais au moins, à tout le moins, humains et non humains sont ici solidaires dans l'ambition de produire et de reproduire le vivant dans chacune de ces classes incarnées. Les collectifs qui sont fondés sur le partage d'une filiation ou d'un site de conception totémique ne font pas qu'œuvrer à l'accroissement de leurs composantes non humaines. Ils sont aussi le moyen choisi par les entités totémiques elles-mêmes pour se perpétuer, comme je l'ai dit tout à l'heure, en s'appropriant le processus reproductif des humains. Dans tout le continent australien, en effet, les représentations de la conception s'accordent sur le fait que les enfants sont toujours le produit de l'incorporation par la mère d'une âme enfant, donc d'une de ces semences ontologiques déposées dans un site particulier, déposées par un être du rêve, c'est-à-dire l'engendreur en quelque sorte d'un groupe totémique dans un lieu particulier, et de sorte que ces âmes enfants, avant de se réaliser comme fœtus, vont mener une vie autonome, souvent sous la forme d'animaux de plantes, qui peuvent être ingérés par la mère, laquelle donc est vue comme un simple réceptacle, comme une sorte d'incubateur en quelque sorte, permettant à l'âme enfant de se développer jusqu'à la naissance. Ces semences ontologiques, si on peut dire, sont réputées avoir un tempérament enjoué, et elles sont en attente d'un corps humain qu'elles doteront des attributs totémiques propres à l'être du rêve dont elles sont issues
et elle s'occupe, pour reprendre la formule d'une ethnologue spécialiste de l'Australie, elle s'occupe pour l'essentiel à chercher des mères au moyen desquelles elles peuvent renaître. Il ne s'agit pas d'une renaissance, d'ailleurs le terme n'est pas approprié, au moyen desquelles elles peuvent, en quelque sorte, s'incorporer, se présentifier. Et les ethnologues de l'Australie soulignent tous à l'envi que les humains sont finalement de simples vecteurs de l'actualisation recherchée par une entité totémique, les parents faisant fonction en quelque sorte de père adoptif et de mère porteuse, étant en quelque sorte des instruments consentants de la perpétuation d'une des dimensions d'un totem s'objectivant dans un humain. Par exemple, des totems de filiation de la communauté de Belluaine dans la péninsule de Cox, Elisabeth Povinelli écrit qu'ils préconçoivent leur propre descendance sous la forme d'humains avant que de naître effectivement dans une nouvelle génération. Il est donc permis de se demander si l'on peut même parler d'ascendant humain dans un tel cas, puisque la vie humaine tout entière paraît n'être que le support dont les totems de filiation s'emparent afin de se rendre manifestes dans chaque génération successive. Alors il y a une question que certains d'entre vous pourraient se poser, c'est la question suivante. Pourquoi ai-je choisi de considérer comme un collectif, comme unité de collectif, le groupe totémique, et non pas la combinaison des groupes totémiques qui sont réunis dans une tribu, ainsi qu'on le fait d'ordinaire lorsque l'on parle d'organisation totémique? Eh bien parce que si les prédicats du collectif sont définis, comme j'en fais l'hypothèse, par l'identification, alors le totémisme ne peut reconnaître qu'une unité de base, et cette unité de base, c'est la classe totémique, puisque la classe totémique constitue une totalité intégrale et autosuffisante, puisqu'elle fournit le cadre de l'identification de ces composantes humaines. Moi, en tant qu'homme kangourou, je m'impute des attributs physiques et moraux qui sont issus de l'être du rêve kangourou, qui sont également présents chez les kangourous et dans d'autres existants avec qui je partage une origine commune que des sites et des traits du paysage incarnent de façon tangible. C'est tout ce dont j'ai besoin, et c'est tout ce dont j'ai besoin afin de savoir qui je suis, d'où je viens et avec quels éléments du monde je suis rangé. Donc c'est une définition qui est ontologique, mais ce n'est pas du tout une définition sociologique, entre guillemets. Donc la classe totémique, elle est bien l'instance fondamentale qui me pourvoit d'une identité prototypique, mais elle n'est pas pour autant une condition suffisante pour me permettre d'agir efficacement dans le monde. Pour agir efficacement dans le monde, il faut que je puisse établir des relations avec d'autres existants. Et cela n'est possible que si les termes de ces relations sont clairement distingués de moi-même, c'est-à-dire que si je vais les chercher en dehors de mon groupe totémique, s'ils sont extérieurs à la communauté ontologique que je forme avec tous les membres humains et non humains de ma classe totémique. Donc cette unité essentielle qu'est la classe totémique ne se suffit pas à elle-même. Elle exige d'autres segments de même nature, mais de compositions différentes, qui sont indispensables pour que des interactions productives surgissent et pour qu'un dynamisme socio-cosmique se mette en branle. Or, le totémisme offre précisément un moyen d'assurer cette intégration fonctionnelle des segments sans passer par leur subsomption dans un ensemble donné au préalable. Car l'identité, non plus de l'individu au sein du collectif, mais du collectif lui-même comme une sorte d'individu pluralisé, est fonction d'une prise de conscience de ce dont il se distingue, à savoir d'autres collectifs. Et ce principe de spécification contrastive, qui n'a pas lieu d'être au niveau de chacun
des éléments, puisque chaque élément du groupe totémique puise dans la classe prototypique toutes les caractéristiques nécessaires à la définition de leur être, ce dispositif contrastique, il est indispensable pour distinguer les collectifs entre eux. Donc l'individuation des segments a pour condition la reconnaissance d'une altérité sur fond de laquelle se détache avec netteté la spécificité du segment et par voie de conséquence de chacun de ses membres vis-à-vis des membres d'autres segments. Autrement dit, le totémisme ne devient opératoire comme système social que parce que les membres d'un groupe totémique, clos par définition, parviennent à s'appréhender avec un regard extérieur en s'identifiant à un segment tiers qui a pour fonction de leur renvoyer l'image du leur, de leur segment. Et cet alter ego collectif forme alors, avec le segment qu'il permet de singulariser, une totalité fonctionnelle de niveau supérieur à celui des unités totémiques, des segments totémiques, et constitue donc le principe d'amorçage, pourrait-on dire, du dispositif qui légitime tout à la fois la différence des segments et leur équivalence à une échelle plus vaste. Donc, en ayant recours à ce mécanisme de l'identité contrastive, le totémisme surmonte finalement l'obstacle initial qui est instauré par l'autonomie des groupes totémiques, qui sont en fait des classes autoréférentielles, et il accède à une véritable existence sociologique qui est fondée sur l'interdépendance de collectifs de même type au sein d'un ensemble englobant, qui est pourtant, cet ensemble, inconcevable dans les seuls termes des prémices ontologiques initialement posées, lesquelles ne prévoient que l'existence de collectifs indépendants. Alors, si on regarde comment le totémisme fonctionne comme collectif, on s'aperçoit qu'à la différence de l'animisme et du naturalisme, qui érigent la société humaine en paradigme des collectifs, le totémisme opère une sorte de fusion inédite en mélangeant dans des ensembles hybrides sui generis des humains et des non-humains qui se servent les uns des autres pour produire du lien social, de l'identité générique, de l'attachement à des lieux, des ressources matérielles aussi, et de la continuité générationnelle. Mais le totémisme le fait en fragmentant les unités constitutives de façon à ce que les propriétés de chacune de ces unités soient complémentaires et de façon à ce que leur assemblage dépende des écarts différentiels qu'elles présentent. Alors, pour qualifier un tel système, qui a, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien évidemment retenu l'attention des anthropologues depuis un siècle et demi, l'anthropologie classique a oscillé entre une définition qui mettait en avant la continuité entre nature et culture, la logique participative, si vous voulez, pour reprendre une formule classique de Lévi-Brul. Et puis une autre formule qui s'en tenait à une lecture plutôt cognitive, classificatoire du phénomène, c'est la logique classificatoire dans laquelle, en quelque sorte, on se sert des discontinuités naturelles pour penser les discontinuités sociales. Le problème ici, c'est que les collectifs totémiques sont bien les unités de base du dispositif organisant l'univers, mais que pour les aborigènes du moins, ils ne proviennent ni d'une extension des catégories sociales régissant la vie des humains, ça serait, disons, la perspective sociocentrique de Durkheim, ni du modèle offert par les discontinuités entre espèces naturelles, ça serait la perspective intellectualiste qu'a développé Lévi-Strauss dans son analyse du totémisme. Si l'on s'efforce en fait d'être fidèle à ce que les aborigènes disent des principes qui structurent l'existence qu'ils mènent en commun avec une foule bigarrée de non-humains, alors il vaut mieux dire de leur totémisme qu'il est cosmogénique. De la même façon que l'animisme est anthropogénique, parce qu'il emprunte aux humains le minimum indispensable pour que des non-humains puissent être traités comme des humains, le totémisme est
cosmogénique, car il fait procéder de groupes d'attributs cosmiques, c'est-à-dire qui ne sont pas référés à une espèce particulière, et ces attributs cosmiques sont préexistants à la nature et à la culture, et de ces groupes d'attributs cosmiques procède tout ce qui est nécessaire pour que l'on ne puisse jamais démêler les parts respectives précisément de ces deux hypostases que sont la nature et la culture dans la vie des collectifs. Un dernier mot assez bref, parce que le temps passe très vite, sur l'analogisme. La quatrième grande formule, quelle est l'organisation en collectif de l'analogisme? Il faut dire d'abord qu'à la différence de l'animisme et du totémisme, et évidemment du naturalisme, le mode d'identification analogique ne s'exprime pas dans des formes de collectif qui lui seraient parfaitement spécifiques. Dans ce genre d'ontologie, en effet, on l'a vu, l'ensemble des existants est tellement fragmenté en une pluralité d'instances et de déterminations que l'association de ces singularités peut emprunter toutes sortes de voies. Toutefois, et pour diverses que soit la morphologie des assemblages d'humains et de non-humains que l'analogisme autorise, ces assemblages se présentent pourtant comme des unités constitutives d'un collectif beaucoup plus vaste, puisqu'il est toujours coextensif avec le monde. Dans l'analogisme, cosmos et société sont pratiquement indiscernables, quels que soient par ailleurs les types de segmentation interne qu'un ensemble aussi étendu requiert pour demeurer opératoire. De sorte que, aux yeux de ceux qui le composent, ce genre de collectif est en quelque sorte taillé aux mesures du cosmos tout entier, mais découpé en unités constitutives, interdépendantes, que structure une logique d'emboîtement segmentaire. On a là des lignages, des castes, des moitiés, des groupes de filiation de diverses natures, qui étendent, qui étirent les connexions des humains avec les autres existants, depuis l'inframonde jusqu'à l'empyrée, tout en maintenant séparés, souvent antagoniques d'ailleurs, les canaux diversifiés au moyen desquels ces connexions sont établies. Et l'extérieur du collectif, sans être complètement ignoré, cet extérieur devient littéralement un hors-monde, en proie au désordre, parfois dédaigné, parfois craint, parfois voué à s'agréger au dispositif central comme un nouveau segment dont la place en creux est préparée d'avance. C'est par exemple le sort qui était réservé aux sauvages bordant l'Empire Inca dans sa périphérie orientale, donc sur le versant amazonien, et qui, malgré l'échec des tentatives pour les soumettre, était néanmoins intégré au quartier dit anti de la quadripartition incaïque. Cela dit, les collectifs analogiques ne sont pas nécessairement des empires ou des formations étatiques, et certains d'entre eux ont des effectifs humains tout à fait modestes, qui ignorent par ailleurs les stratifications du pouvoir et les disparités de richesse. Néanmoins, tous les collectifs analogiques ont en commun que leurs parties constitutives sont hiérarchisées, ne serait-ce qu'à un niveau symbolique, sans effet direct, par exemple, sur le jeu politique. Par ailleurs, la distribution hiérarchique, qui est caractéristique des collectifs analogiques, y est souvent démultipliée à l'intérieur de chaque segment, délimitant ainsi des sous-segments, des sous-ensembles, qui se trouvent les uns vis-à-vis des autres dans le même rapport inégal que les unités de niveau supérieur. Très bon exemple, c'est le système des castes en Inde, par exemple. Autre trait caractéristique des collectifs analogiques, c'est l'usage répandu dans toutes les dimensions de l'existence des symétries spatiales et temporelles et des structures répétitives en abîme. Quartiers, orients, étages qui se renvoient les uns aux autres, retournement périodique du cosmos sur son axe, répétition du passé dans l'avenir, etc. Tout ça sont des caractéristiques absolument emblématiques des collectifs analogiques et qui ont pour fonction, finalement, tout est fait dans ces systèmes pour qu'aucune singularité ne demeure
en dehors du grand réseau des connexions. Donc il faut multiplier ces systèmes de liaison, de connexion, dans le temps et dans l'espace, bien sûr. En somme, et par contraste avec les collectifs multiples et statutaires d'humains et de non-humains que constituent les tribus-espèces de l'animisme ou les classes totémiques, le collectif analogique, il est unique, mais il est divisé en segments hiérarchisés et il est en rapport exclusif avec lui-même. Il est donc en quelque sorte autosuffisant en ce qu'il contient en lui toutes les relations et déterminations nécessaires à son existence et à son fonctionnement, à la différence du groupe totémique, par exemple, qui est autonome, en effet, sur le plan de son identité ontologique, mais qui requiert des collectifs du même type que le sien pour devenir opératoire. Le collectif analogique est parfaitement autosuffisant. Bon, très excellent exemple, c'est évidemment l'Empire du Milieu, la Chine. L'un des noms, c'est tout ce qui existe sous le soleil, sous le ciel, pardon. Tout ce qui existe sous le ciel. Une bonne définition, effectivement, d'un système-monde. En effet, dans un collectif analogique, la hiérarchie des unités constituantes, puisqu'on a vu que c'est toujours un système segmenté hiérarchisé, la hiérarchie des unités constituantes est contrastive. Et c'est en ce sens que c'est une grande différence par rapport à la juxtaposition des collectifs dans le totémisme. Elle est contrastive en ce sens que la hiérarchie des unités constituantes est définissable uniquement par des positions réciproques. Et c'est pour cette raison que les segments ne forment pas des collectifs indépendants de même nature que les classes totémiques, lesquelles puisent en elles-mêmes, dans des sites, dans des précurseurs qui leur sont propres, les fondements physiques et moraux de leur caractère distinctif. Si vous voulez, pour prendre un exemple de moitié d'un cas, parce que le grand problème que l'on rencontre, c'est une petite parenthèse en anthropologie, c'est qu'on trouve formellement des institutions qu'on va décrire de la même façon. On a des moitiés dans les systèmes, on a des systèmes, des collectifs qui sont définis par les anthropologues comme des systèmes à moitié dans des collectifs analogiques, et puis aussi dans le cas du totémisme australien, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle une société, c'est-à-dire un ensemble d'humains qui est divisé en deux groupes. Hein. Mais ces institutions, dans l'un et l'autre cas, remplissent des fonctions totalement différentes, ont des structures complètement différentes, même si formellement elles semblent très semblables. Donc, pour prendre un exemple analogique, imaginaire, mais il y en a beaucoup, dans un système analogique, la moitié de l'Est n'existe qu'en complément de la moitié de l'Ouest. Il n'y a pas de sens à parler d'une moitié de l'Est, il n'y a pas une moitié de l'Ouest. Donc, identité contrastive, complémentaire. Tandis que le groupe totémique kangourou, même s'il a besoin du groupe totémique émeu, par exemple, imaginons un système à moitié imaginaire, en maintes occasions, il va tirer, lui, des seules circonstances de son émergence, la légitimation de son absolue singularité. Il n'a pas besoin, du point de vue de l'identification, du groupe totémique émeu. Donc, les segments d'un collectif analogique sont foncièrement hétéronomiques, en ce qu'ils n'acquièrent un sens et une fonction que par rapport au tout, qui est parfaitement autonome quant à lui, qu'ils forment conjointement. Alors, les rapports entre collectifs analogiques et collectifs naturalistes sont assez intéressants, et je ne vais pas avoir le temps de m'étendre là-dessus. Ils sont en particulier complexes et ambigus du fait de la contiguïté historique qui rattache l'émergence des seconds à la dissolution des premiers, parce que le naturalisme est né sur le terreau de la dissolution d'analogisme, bien évidemment. Et évidemment, lors de cet enfantement du monde moderne, dont les meilleurs esprits des 2 derniers siècles ont livré des analyses, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les segments hiérarchisés des collectifs à ordre statutaire, donc de type analogique, se sont décomposés. Et se sont décomposés pour libérer une foule immense d'individus humains, égaux en droit, mais que des disparités concrètes continuent de séparer, tant à l'intérieur des communautés particulières où ils sont répartis, qu'au sein de l'agrégat formel que celles-ci constituent tout ensemble dans le concert des nations, ce qu'il est convenu d'appeler le concert des nations. Donc les cosmos mixtes
que chaque collectif analogique avait taillé à ces mesures se sont dilués dans un univers infini, reconnu par tous ceux qui admettent l'universalité des lois non humaines qui le régissent. Et surtout, la cité de Dieu s'est fragmentée, pour prendre notre propre passé analogique. Elle s'est fragmentée en une multitude de sociétés. La cité de Dieu, c'est effectivement le système monde de l'analogisme. C'est fragmenté, c'est cassé en une multitude de sociétés d'où les non-humains ont été bannis, en droit, sinon toujours en fait, donnant ainsi naissance à des collectifs de même nature et donc comparables, les sociétés humaines. Quoique longtemps réputés, ces collectifs inégaux entre eux sur une échelle évolutive, notamment en raison de l'incapacité apparente dont quelques-uns de ces collectifs faisaient preuve encore d'expulser du cœur de leur vie sociale les plantes, les animaux, les montagnes, les lacs, les fantômes et les dieux, etc. Ainsi que nous, modernes, avions eu l'audace de le faire auparavant afin d'engendrer un monde démocratique et désenchanté. Alors évidemment, il arrive à certains de regretter la radicalité de cette expulsion, mais ça c'est une toute autre histoire qui n'est pas du tout celle dont je voulais vous entretenir ce soir. Merci.